Au Niger, les militants du parti moderne Faloumana se préparent déjà pour les élections de 2021. Ils se mobilisent pour faire rentrer leur leader, Hama Amadou. Insécurité galopante au Nigeria, la Chambre des représentants donne un ultimatum au chef de l'État pour apporter une réponse dans le pays. Puis rencontre régionale sur le droit bancaire et le droit commun. Elle s'est déroulée à Lomé, la capitale du Togo. Dimanche 14 avril 2019, bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle session de l'information sur Chika TV. Au Niger, les jeunes et les femmes du parti moderne Lumana se mobilisent pour faire rentrer Hama Amadou au pays. Et ce, dans la perspective des prochaines élections de 2021. Le point avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. Sous la houlette de Seni Yacoub Merida, la jeunesse du moderne Lumana, parti de Hama Amadou, se mobilise pour faire entrer le chef de file de l'opposition au pays dans la perspective des prochaines élections générales. Au moment où certains partis investissent leurs candidats, le moderne Lumana doit faire le ménage à la veille du renouvellement de ses structures. Une tâche dévolue aux femmes et aux jeunes sur qui repose l'espoir d'Hama Amadou. Nous sommes basés sur la parole de son excellence. Hama Amadou, lorsqu'il quittait le pays, il a confié le parti entre les mains des jeunes et des femmes. C'est l'éveil de conscience aujourd'hui et tout le monde a pris conscience que dans un parti politique, dans une association, il nous faut une éducation politique à tous les niveaux. Au sein de la formation politique, les femmes n'entendent pas rester à marge de ce mouvement engagé par le président de la coordination de Niamey 4, candidat à la présidence de la coordination régionale de Niamey. Seni Yacouba, un inconditionnel homme de confiance de Hama Amadou. Au sein de Lumana, avant même que notre président quitte le Niger, vous avez bien entendu, il a confié le parti aux femmes et à la jeunesse. Donc la femme au sein de Lumana, c'est vraiment un grand point. Les femmes vont sortir prochainement, Inch'Allah. La femme ne va plus rester à la maison, on va sortir pour se battre. La jeunesse est avec nous, on a nos enfants avec nous, donc vraiment on est forte. Pour l'heure, un jeu trouble semble se manifester au sein du parti avec certains militants qui ne croient pas au retour de leur leader et de ses chances d'être candidat. C'est ce que veulent déjouer les jeunes du parti à travers ces rencontres qui vont se multiplier. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa était en campagne à Alexandra, le plus vieux township de Johannesburg, où des manifestations ont éclaté la semaine dernière. La descente du chef de l'État sud-africain a été ponctuée par son lot de promesses. Voici les images. En Afrique du Sud, l'ANC, toujours au pouvoir depuis 1994, est en pleine campagne électorale pour les législatives de mai. Des élections dont le parti historique de Nelson Mandela est le grand favori des sondages. À Alexandra, le président Cyril Ramaphosa a promis à ses soutiens un décollage économique après les élections générales du 8 mai. Au sujet de notre économie, les observateurs des marchés disent qu'après les élections, après le 8 mai, ils s'attendent à ce que notre économie décolle. Lors du lancement de campagne de l'ANC, le président avait entamé un examen de conscience. Cyril Ramaphosa a débuté par un long mea culpa au nom de son parti. Une ANC qui a commis des erreurs et appris de ses erreurs. Selon lui, les populations d'Alexandra n'ont pas manqué de faire cas de la corruption, mais aussi des promesses vaines des politiques. On veut du travail, des logements. Il faut qu'il donne au peuple tout ce qu'il a promis. Ramaphosa va s'occuper de la corruption. Il faut lui donner une chance. Il doit se débarrasser de tous les gens corrompus et faire venir de nouveaux visages. Tous ces partis politiques, ils ne font que parler. Je ne pense pas qu'ils puissent changer quoi que ce soit. Ça fait combien de temps que l'Afrique du Sud est démocratique? 25 ans. Et qu'est-ce qui a changé? Certaines choses ont changé, mais je pense qu'aucun de ces partis ne va changer quoi que ce soit dans nos vies. Malgré les nombreuses affaires de corruption, l'ANC est toujours largement en tête des sondages avec plus de 6 Sud-Africains sur 10 prêts à la soutenir. Le président Cyril Ramaphosa avance un programme ambitieux alors que le parti peine à se relever de la présidence Jacob Zuma et des affaires de corruption.
Et moins d'un mois avant les élections générales en Afrique du Sud, certains mineurs vivant dans un campement informel adjacent à une mine d'or au sud de Johannesburg estiment qu'il est inutile d'aller aux urnes. Il estime que l'ANC n'est en rien meilleur au régime de l'apartheid. On écoute un mineur. Quel est l'intérêt de voter? Tout d'abord, pour qui allons-nous voter? Ces criminels, ces hypocrites, ces escrocs, je vous en prie. Je ne sais pas qui choisir. Pour moi, ils sont tous les mêmes. Si vous écoutez seulement le manifeste qui parle d'eux-mêmes, qui d'entre eux parle des travailleurs des mines? Qui dit quelque chose sur les mineurs dans leur manifeste? Ils ont tous fait leur propre manifeste. Et les autres qui font encore campagne, qui parlent des mineurs. Personne. Personne. Alors, pour qui voter quand personne ne parle de moi? Je ne vois pas. Et le gouvernement sud-africain a remplacé le gouvernement de l'apartheid qui avait mal jugé les autres blancs dans les années précédentes. Le gouvernement sud-africain, l'ANC, a remplacé ce gouvernement. Nous sommes donc régis par les mêmes règles. Mais on nous dit que nous sommes dans un pays démocratique. Et je ne pense pas. Il n'y a rien de mieux que la démocratie et la liberté. Je veux savoir. Nous sommes libres, mais voyez, nous ne sommes rien. Nous n'avons rien. Ceux qui sont libres, réellement, sont ceux qui ont quelque chose. Nous, qu'est-ce qu'on a? Rien. Nous sommes libres. Mais la vérité, nous n'avons rien. Ce journal se poursuit au Nigeria. La Chambre des représentants a demandé au chef de l'État de s'adresser au Parlement et à la nation afin d'apporter dans les 48 heures une réponse à l'insécurité galopante dans le pays. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse du Nigeria. Les députés nigérians lancent un ultimatum au président Muhammadu Buhari. Ils lui donnent 48 heures pour résoudre l'insécurité dans le pays. Cet appel fait suite à une motion sur des questions d'importance publique présentée par le représentant Mark Gbila du People's Democratic Party lors de la séance plénière de ce jeudi. Le Parlement a décidé que si le président ne répondait pas à cette demande dans les 48 heures, il serait considéré avec son administration comme étant incapable de mettre fin à l'assassinat d'innocents citoyens nigérians dans différentes localités du pays. Mark Gbila soutient que le gouvernement serait ainsi considéré comme ayant failli à sa responsabilité constitutionnelle d'assurer la sécurité et le bien-être des citoyens du Nigeria. Une commission ad hoc a été constituée par la Chambre pour assurer l'interface avec la présidence. Selon le député Gbila, la Chambre est préoccupée par les attaques croissantes de bergers et de bandits présumés dans les communautés de Benue, Kaduna, Zamfara et dans d'autres États depuis janvier. Le collectif civil des libertés individuelles, CCLI, veut imposer les thématiques de la liberté et de l'égalité dans le débat public en vue des élections présidentielles et législatives prévues pour la fin de l'année 2019 en Tunisie. Pour ce dernier, il y a encore beaucoup à faire dans le pays. Suivant pour plus de précisions un membre du CCLI. En fait, en 2018, les violations continuent, comme l'année dernière, s'amplifient aussi, au moins sur les 4 grandes thématiques sur lesquelles le collectif travaille et œuvre. Principalement l'égalité entre hommes et femmes, les libertés corporelles ou, si vous voulez, la libre disposition de son corps, les libertés religieuses et bien sûr les droits concernant bien sûr le libre choix dans l'absolu. Concernant les droits des personnes LGBTQI+, en Tunisie, on a remarqué que 2018, comme était le cas pour 2017, on a recensé en tant que société civile 120 procès devant les tribunaux tunisiens sur la base de l'article 230 qui incrimine l'homosexualité masculine et féminine. On va imposer dans le discours électoral cette année que les 2 thématiques de la liberté et de l'égalité soient présentes, que ce soit en posant des questions aux différentes personnalités politiques ou lors de l'élaboration de leurs projets et documents électoraux. Ceci dit, en attendant que le code pénal soit modifié ou réformé.
il y a deux éléments. Soit l'adoption du Code des libertés individuelles, et on ne pense pas que ce soit fait durant 2019, soit aussi des moratoires que le gouvernement tunisien, en tant que décideur en matière de politique judiciaire et de politique pénale, pourrait prendre. Une rencontre régionale sur le droit bancaire et le droit commun s'est tenue à Lomé, la capitale togolaise. À l'occasion, les juristes des banques ont échangé sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l'exercice de leur profession. Ferdinand Gadé pour le point. Ils sont plus d'une centaine de juristes de banque, ressortissants de 14 pays au total, venus de la Burundi, de la Mauritanie et de 12 pays de l'OHADA, à se retrouver dans la capitale togolaise dans le cadre des 17e journées annuelles de l'Association africaine des juristes de banque et des établissements financiers AJBF. Ce fut une rencontre très positive qui a su, par exemple, démontrer l'œuvre qu'a entrepris ces juristes de banque qui se rencontrent annuellement. Nous avons saisi l'occasion de nous rencontrer parce que c'était un grand meeting africain où tous les banquiers, les juristes de banque se rencontrent. Et ça a été fructueux. Nous avons débattu des thèmes aussi importants qui relèvent de la réglementation à l'OHADA face à la réglementation du droit commun. Cette communication, présentée par des consultants en banque et finance et des professeurs d'université en droit, ont enrichi les 3 jours des échanges de ces experts en droit bancaire sur le thème réglementation bancaire et réglementation de droit commun. L'objectif poursuivi, c'est d'avoir des moyens, dans le cadre des échanges d'expériences, de voir dans quelle mesure nous pouvons améliorer nos prestations au niveau des banques. Vous savez, aujourd'hui, toutes les banques font face à l'évolution de la réglementation. Et en face de cette réglementation, nous avons aussi les tests OHADA. Et l'application des tests OHADA par rapport à l'activité bancaire, qui est une activité spécifique, pose problème. Maintenant, c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons concilier les deux. Des recommandations formulées en fin des travaux seront déposées aux dirigeants des institutions bancaires, des établissements financiers et au ministre de la Justice du Togo. Les 18e journées annuelles de cette association des juristes se tiendront en avril 2020 à Nouakchott, en Mauritanie. Pour finir, dans le cadre pharaonique des pyramides de Gizeh, les légendes du continent en charge du tirage, Yaya Touré, El Hadji Moudiouf, Ahmed Hassan et Mustafa Hadji, n'ont pas offert un groupe de la mort en raison du format de 24 équipes. Mais le tirage au sort offre des affiches alléchantes et quelques remakes. Les images. Le Maroc retrouvera dès la phase de poule la Côte d'Ivoire pour un remake de l'édition 2017, tandis que le Sénégal, qui rêve d'un premier sacre, plus de 17 ans après la finale malheureuse de 2002, croisera la route de l'Algérie à ce stade de la compétition pour la 3e fois de suite. Je tiens tout spécialement à adresser mes salutations distinguées à son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, et président en exercice de l'Union africaine, qui s'est engagé personnellement à accueillir la CAN 2019 en Égypte. Mastodonte du foot africain avec 7 CAN remportées, dont 3 à domicile, l'Égypte sera aussi opposée à la République démocratique du Congo et à l'Ouganda dans le groupe A. Tout comme les Pharaons, d'autres sélections ayant participé au Mondial 2018 en Russie, comme la Tunisie ou le Nigeria, ont aussi été globalement épargnés. Les Super Eagles, qui retrouvent la compétition continentale après 6 ans d'absence, joueront contre la Guinée, Madagascar et le Burundi, 2 sélections qui participeront à leur premier CAN, tandis que les Aigles de Carthage ont hérité du Mali, de la Mauritanie et de l'Angola. Le Cameroun, tenant du titre, sera opposé au Ghana, au Bénin et à la Guinée-Bissau dans le groupe F. Le tournoi continental accueillera pour la première fois 24 équipes cet été au lieu de 16 équipes dans le format précédent. Ainsi, les 2 premiers de chaque groupe et les 4 meilleurs 3e seront qualifiés pour la phase à élimination directe. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci d'avoir suivi. Au revoir et à bientôt.